Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Alors je vais détailler ici certains aspects de la vidéo qui est parue sur YouTube de Green Dot et notamment des corrections car il y a certaines erreurs dans la vidéo qui méritent d'être mises en lumière comme vous allez le voir. Alors d'abord, je tiens à dire que le montage de cette vidéo, il est excellent. Du point de vue technique, au niveau des images, ce sont des images de très bonne qualité prises visiblement sur Flight Simulator. Les explications sont relativement simples, ce qui la rend relativement accessible pour le grand public. Mais du point de vue technique et d'un point de vue connaisseur de l'affaire en ce qui me concerne, il est important que vous sachiez que cette vidéo est un scénario composé de différentes études provenant de sources officielles, mais également non officielles, donc extérieures à l'enquête, et dont certaines n'ont absolument pas été confirmées et reposent donc, dans certains cas, sur des prises de position ou sur des considérations personnelles. C'est pourquoi, avec cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que l'on sait et ce qui repose dans cette vidéo sur de l'interprétation, voire même des suppositions. Comme le dit l'auteur dans cette vidéo, il s'agit ici d'un scénario plausible du MH370. Comme vous allez le voir, plausible n'est pas forcément le terme que j'emploierai, compte tenu de certaines erreurs techniques que j'ai pu noter et que je vais vous faire remarquer ici. L'auteur utilise la théorie du rasoir d'Occam. Alors, la théorie du rasoir d'Occam, c'est quoi? Ça consiste à dire que les hypothèses les plus simples sont les plus probables. Je ferai souligner que Florence de Changy utilise également le même principe, mais on a vu dans quel but. Ce qu'il va décrire serait basé donc sur des faits et partagé par la plupart des connaisseurs du sujet. Ce n'est pas tout à fait exact. Mais il faut noter que l'on n'est pas d'accord sur tout entre connaisseurs du dossier. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Un premier point sur lequel je vais essayer de vous apporter quelques précisions, ce sont les derniers échanges radio qu'il y a eu entre le pilote et le contrôle aérien. Tout d'abord, les reports d'altitude suspects. Alors, il est exact que le fait que le capitaine, parce qu'on sait que c'est lui qui répond à la radio à ce moment-là, qui annonce avoir atteint le niveau 350, ce report est assez inhabituel. Autant le premier report, quand il arrive au niveau 350, même s'il n'est pas nécessaire, peut être vu comme une routine pour dire au contrôleur aérien « on a atteint le niveau que vous nous avez donné ». Voilà. Mais le deuxième message, 6 minutes plus tard, lui, il est particulièrement troublant. Il vient à un moment qui est inutile, comme c'est dit dans la vidéo, et ce report n'était pas nécessaire. En effet, il ne prouve rien en soi, mais quand on le met en perspective avec ce qui se produit après, il faut remarquer que ça interpelle. Faut-il y voir une volonté du capitaine de se faire rappeler à la mémoire du contrôleur pour qu'il initie le transfert de contrôle au centre de contrôle suivant? Ce que le pilote pouvait peut-être attendre pour mettre son plan à exécution. C'est possible, mais impossible à dire malheureusement. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Right. Good night, Malaysian 370. Ensuite, le non-collationnement de la fréquence du dernier message. Alors, je suis content que Green Dot en parle parce que c'est un point que j'avais fait remarquer depuis déjà très longtemps. L'auteur explique que le fait que le pilote ne répète pas la fréquence comme il est censé le faire n'est pas inhabituel pour un pilote qui connaît bien cet espace aérien et qui est donc habitué à ce qu'on lui donne cette fréquence puisqu'il fait souvent un peu les mêmes vols. Alors je suis d'accord, mais là encore, on peut se poser la question, et si c'était volontaire parce qu'il prévoyait de toute façon de ne jamais passer sur cette fréquence? Les faits qui suivent nous obligent à nous poser toutefois cette question, même si ça ne prouve rien non plus. Ensuite, ce que indique l'auteur, c'est que le capitaine aurait fait sortir le copilote après ce dernier message radio. Alors, soyons honnêtes, on ne sait pas à quel moment le copilote a pu sortir du cockpit. Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était à ce moment-là
on ne sait pas. Il faut avouer que ça aurait été très facile pour le capitaine de faire ça. Le copilote avait géré l'avion jusqu'à son arrivée en croisière. Un break était compréhensible. Selon moi, le capitaine n'a certainement pas attendu le dernier message radio pour faire ça. Donc le copilote n'était peut-être déjà plus dans le cockpit au moment de ce message radio. Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais puisque le CVR, l'enregistreur de conversation dans le cockpit, la boîte noire, ne garde en mémoire que les 2 dernières heures. Et cette partie aura donc été effacée même si l'on retrouve la boîte noire. Donc cette partie de l'histoire restera malheureusement un mystère pour toujours et ça, il faut l'accepter. Alors pour Green Dot, il s'agit d'un acte méticuleusement planifié. Alors oui, je suis d'accord avec cette affirmation, car tout a été coupé pour ne pas que l'on puisse suivre cet avion. Alors pourquoi l'auteur dit que c'est planifié depuis 1 mois, parce qu'il ne rentre pas plus dans les détails? Eh bien parce que le tracé qui a été retrouvé sur son simulateur de vol personnel chez lui a été réalisé environ 1 mois avant. Mais il n'y a pas seulement cette information, mais je doute que Green Dot ait connaissance de l'autre information que je vais vous donner ici. C'est que plusieurs semaines avant la disparition, le cousin de Zahari Hamacha, le commandant de bord, avait parlé aux médias et avait affirmé, donc à la suite de la disparition, que Zahari l'avait contacté et lui avait posé des questions quelques semaines avant, qui étaient relativement intrigantes et qui laissaient penser à une volonté de sa part de prendre le contrôle d'un avion. On sait qu'il a été entendu par la police, puisqu'il a lui-même parlé aux médias et qu'il l'a affirmé, mais il n'a pas révélé davantage aux médias sur le contenu de sa conversation téléphonique avec Zahari. La coupure du transpondeur. Oui, c'est ce qui est le plus probable, que le transpondeur ait été coupé ainsi. Et en effet, l'avion disparaît des radars, mais je préciserai là même des radars secondaires. On en parlera un petit peu plus loin. L'explication de la coupure du transpondeur est correcte, même si c'est quand même assez simplifié pour la rendre accessible au public lambda. En effet, le fait que l'on ait reçu une position sans l'altitude indique que visiblement le bouton a été touché. Et il n'y a aucune raison qu'un pilote touche à ce bouton en vol. Une défaillance technique du transpondeur n'explique pas cette absence d'altitude et je suis d'accord avec l'explication de Green Dot là-dessus. Ensuite, Green Dot nous parle de la coupure de la CARS et du SATCOM. Et en effet, je suis d'accord avec ce qu'il dit, si le pilote avait coupé la communication satellite normalement, on aurait su que ça aurait été coupé volontairement. J'explique ça justement dans mon ouvrage. Green Dot ne rentre pas dans les détails ici, donc je vais vous donner quelques éléments de compréhension. Une déconnexion normale aurait envoyé un message au satellite pour demander la déconnexion. Et on aurait donc eu une communication qui aurait été enregistrée dans le log d'Inmarsat qu'on appelle un log-off. Or, ça n'est pas le cas. On n'a pas de message log-off. Donc, le SATCOM n'a pas été coupé comme ça. Mais il a plutôt été coupé en lui coupant l'alimentation électrique. Alors, est-ce que c'est une défaillance technique? Est-ce que c'est une coupure électrique qui est volontaire? On ne sait pas précisément. Mais en faisant ça, ça empêche en effet la CARS de continuer d'envoyer des messages de position toutes les 30 minutes. Ce que voulait justement éviter la personne aux commandes. La coupure électrique. Pour Green Dot, le pilote a déconnecté les bus principaux, là ce que l'on voit, les mains gauche et droite, et les bus taille gauche et droite. C'est ce qui permet de faire la jonction entre le gauche et le droit et de permettre au gauche et droit de communiquer, de se transférer de l'électricité entre eux. Ça coupe ainsi l'alimentation de la plupart des systèmes de l'avion, dont le SATCOM. Ça, j'avais déjà expliqué dans mon manuel la manip. Green Dot laisse aussi entendre que la CARS est aussi coupée dans ce cas. Sauf que cela n'est pas exact. La CARS, en réalité, est toujours alimentée, comme me l'a fait remarquer Patrick Bléhy. En effet, en faisant une telle manip, l'avion disposait d'une autre source d'alimentation qu'on appelle le Backup Generator Converter. Sur chacun des moteurs, vous avez 2 générateurs. Un IDG, qui est le générateur principal, et celui qui est justement déconnecté dans ce que l'on voit dans la manip en vidéo,
et un backup générateur, donc un générateur de secours, qui est lui par contre moins puissant. Chaque backup générateur est relié à un backup gen convecteur. Toutefois, sa puissance est insuffisante pour tout alimenter et donc certains systèmes seront donc délestés et c'est le cas du SATCOM. Mais pas de la CARS. En effet, la CARS est intégrée aux AIMS, qui sont en quelque sorte les deux ordinateurs qui font le cerveau électronique de l'avion. AIMS signifie Airplane Information Management System. Donc l'avion dispose de deux AIMS pour assurer justement une redondance. Si l'un ne marche pas, l'autre prend le relais. Les deux fonctionnent en parallèle, prêts à prendre le relais s'il y en a un qui lâche. Et ces AIMS sont alimentés par le backup gen converter. Donc la CARS fonctionne toujours, mais il ne pouvait plus utiliser le SATCOM pour envoyer ses messages. Alors, il restait la radio VHF. Et c'est la raison pour laquelle on a dans la vidéo de Green Dot la manip qui est montrée où on déconnecte le SATCOM mais également la VHF pour être certain que la CARS ne puisse pas envoyer les messages, que ce soit par le SATCOM ni même par la CARS. Donc il y a vraiment une volonté derrière cette manip de rendre la CARS muet. On ne l'éteint pas, on le rend juste muet, il ne peut pas émettre vers l'extérieur. Alors la procédure qui est montrée ici de déconnecter la CARS via le MCDU, c'est ce petit boîtier que vous voyez là, en fait il est également possible de le faire via un menu de l'écran multifonction central. Ce que j'explique dans mon livre déjà dans la première version, puisque c'est déjà un point que j'avais déjà identifié quand j'avais étudié le 777. Et en effet, en faisant cela, la CARS n'est plus en mesure de communiquer avec le sol, même si le SATCOM refonctionne. Il est également exact que les IFE, c'est-à-dire les équipements de divertissement des passagers et les communications des passagers n'étaient plus possibles de cette manière. Le pilote empêchait alors toute tentative d'alerte vers l'extérieur. Pour ce qui est de la coupure des feux de l'avion, faut être honnête, il est impossible de dire à l'heure actuelle si ça a été coupé, si ça a été manuel, si ça a été un délestage, c'est impossible de le dire. Donc là encore, c'est que pure hypothèse. Ce que Patrick Blahy m'a fait remarquer à juste titre sur ce point, c'est que si on n'a plus les circuits principaux, c'est-à-dire le left main AC et le right main AC, et qu'on est sur les backup generators, eh bien ça signifie que dans ce cas-là, les feux de position, du moins les feux de position sont délestés par le système, notamment par le système qu'on appelle l'ELMS, le Electric Load Management System. Donc oui, si on bascule sur le backup générateur converteur, à ce moment-là, on perd les feux de position externes. Et là, ici, vous avez un extrait du manuel du Boeing 777 où vous voyez ce qui est délesté. Alors, une partie des systèmes qui sont délestés lorsqu'on est sur les backup générateurs. Et on trouve justement les éclairages extérieurs et notamment l'éclairage de position. On voit également le SATCOM, également la radio HF. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les lumières extérieures qui sont délestées lorsqu'on est en backup generators. Et un autre élément qui n'est pas mis en lumière par Green Dot et qui est pourtant un détail intéressant, qui a été révélé par Jean-Luc Marchand et Patrick Blahy, ils sont aperçus en regardant les messages que se sont échangés l'avion et le système satellite. Normalement, dans les protocoles d'échange, il y a ce qu'on appelle un Flight ID, un Flight Identification, donc un identifiant de vol. L'identifiant du vol était à l'occasion le MH370. Donc on retrouve ce sigle MH370 dans toutes les connexions entre l'avion et le satellite avant que l'avion ne disparaisse en mer de Chine, à l'exception de la première connexion lorsque l'avion est encore au sol, parce qu'il n'est pas encore rentré dans le système. Toutefois, on a donc à 17h07:39, ce que vous voyez en bas, l'identifiant du vol qui est présent dans l'échange avec le satellite, ce qui prouve que l'identifiant de vol est présent dans la mémoire du système et donc de l'AIMS à ce moment-là. Et lors de la reconnexion à 18h25, et dans toutes les autres connexions qui vont suivre, il n'y a pas d'identifiant de vol. C'est-à-dire que l'identifiant de vol qui, normalement, ce qu'ont prouvé Jean-Luc Marchand et Patrick Blahy, c'est que cet identifiant de vol, normalement, il est maintenu dans le stockage mémoire, même en cas d'interruption d'alimentation.
Ce qui veut dire que pour pouvoir supprimer cet identifiant de vol, il faut faire une manip supplémentaire qui s'appelle le Data Link Reset. Et ce Data Link Reset, c'est une opération manuelle dans les menus de l'avion. Et ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait tout seul que si l'avion est au sol, quand les portes sont ouvertes. Mais à l'occasion en vol, il n'y a aucune raison pour que ce Data Link Reset se fasse tout seul, sauf manuellement par quelqu'un. Je vous renvoie vers les travaux de Patrick Blély et Jean-Luc Marchand si vous voulez un peu plus de précision là-dessus. Pour ce qui est de rendre les passagers incapacitants, donc de les faire perdre connaissance, ce qui est expliqué dans la vidéo de Green Dot, c'est que la conscience utile, c'est-à-dire le temps où on estime qu'une personne va rester lucide malgré le manque d'oxygène, est de l'ordre de 45 secondes à 35 000 pieds. Alors dans les faits, cela dépend beaucoup de la physiologie de chacune des personnes. On estime ce temps entre 30 et 60 secondes. Donc la valeur qui est donnée ici est une moyenne qui apparaît correcte. La procédure de dépressurisation qui est décrite ici est très probable, car c'est le seul moyen et le plus efficace pour empêcher une personne de venir contrecarrer les plans de la personne qui est dans le cockpit. Mais il faut savoir qu'en l'état actuel des éléments techniques dont on dispose, il est impossible de prouver la dépressurisation. Parlons maintenant de la procédure de dépressurisation telle qu'elle est décrite dans la vidéo. Je suis d'accord qu'il est fort probable que le pilote ait agi de cette manière. Alors, cette partie est toutefois très bien expliquée et bien reproduite en image. Là où je serai plus prudent, c'est le moment choisi pour la dépressurisation. Ici, ça serait avant le demi-tour. Or, il est impossible de savoir si cette action a été faite avant ou après le demi-tour de l'avion. Et c'est ça que... Un détail sur lequel je ne suis pas convaincu dans la vidéo de Green Dot, c'est ce point-là. Les bleeders. Donc on voit qu'ils coupent les bleeds gauche et droit. Alors les bleeders, qu'est-ce que c'est? C'est le prélèvement de l'air qui est fait sur le moteur, enfin sur chaque moteur, qui va être utilisé pour créer la pressurisation, mais également le chauffage pour pouvoir conditionner l'air dans la cabine, à savoir que dans le 777, vous avez une partie cockpit et puis après vous avez plusieurs zones pour la gestion de la cabine passager. Et là on voit qu'il coupe les bleeders, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de prélèvement d'air, donc on peut se dire il n'y a plus de pressurisation. Oui, c'est vrai, mais ce qui est en fait la dépressurisation, c'est pas cette technique-là, c'est ce qu'on verra juste après. Ce qui m'interpelle là-dessus, c'est un point que Patrick Blély m'avait fait remarquer. Si on coupe les bleeds, ça veut dire qu'il n'y a plus de chauffage dans l'avion. Or, si on dépressurise l'avion à 35 000 pieds, avec une température qui était de l'ordre de moins 44 degrés, eh bien, ça voudrait dire que la température va chuter énormément. Donc, ça voudrait dire que notre auteur qui est dans le cockpit aurait vu la température du cockpit baisser radicalement. Il aurait dû tenir pendant environ 1 heure avec une température extrêmement basse. Donc pour Patrick Blély, et je pense qu'il a parfaitement raison, s'il a fait une telle chose et il n'a pas coupé les bleeders pour pouvoir ne serait-ce que conserver un semblant de chauffage. Alors ça n'aurait pas permis de maintenir une température comme on l'a lors d'une pressurisation normale, mais ça aurait tout de même limité la baisse de température dans le cockpit. La dépressurisation en elle-même, elle est faite avec ce panneau-là. Donc sur ce panneau-là, en passant sur manuel, eh bien on va commander les vannes manuellement avec les 2 boutons qui sont juste en dessous et ouvrir ce qu'on appelle les outflow valves. Il y en a une à l'avant et une à l'arrière, comme c'est expliqué dans la vidéo. Là-dessus, c'est très bien expliqué. Mais ce que ne dit pas le Green Dot, c'est que pour pouvoir ouvrir complètement ces valves, il faut maintenir les boutons appuyés pendant, dixit le manuel du Boeing 777, 27 secondes. Donc ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on les relâche, les outflow valves se referment, c'est juste qu'elles restent dans la position qu'elles étaient actuellement. Donc il faut 27 secondes, que ce soit continu ou en discontinu, pour pouvoir dépressuriser complètement la cabine. Alors attention, quand je dis dépressuriser complètement la cabine, en fait pas tout à fait, c'est que une fois que les valves seront complètement ouvertes, ça va prendre un certain temps pour vider l'air. En fait, ça se fait par transfert de pression. Comme il y a plus de pression dans l'avion, en fait, la pression de l'air va être aspirée vers l'extérieur où elle est plus faible. Donc, l'avion va se vider progressivement de son air,
Mais à une telle altitude, le différentiel de pression entre l'intérieur de l'avion et l'extérieur étant important, la dépressurisation peut être très rapide. Alors pour ce qui est de prouver la dépressurisation, on n'a pas d'éléments suffisamment tangibles pour le prouver. Déjà, c'est basé soit sur une considération en se disant la personne qui est aux commandes, pour ne pas être embêté, c'est le meilleur moyen de rendre tous les passagers à l'arrière dans l'incapacité de réagir. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément qui laisse entendre une éventuelle dépressurisation, c'est lors de la reconnexion du SATCOM, on a un paramètre, le BFO, un paramètre de fréquence, qui nous laisse penser que l'oscillateur qui est justement dans le SDU du SATCOM, eh bien cet oscillateur n'est pas à la bonne fréquence, tout simplement parce qu'il serait à une température trop froide. Et donc cette température trop froide pourrait être le signe d'une dépressurisation où la cabine a été refroidie, les systèmes électriques à l'intérieur de l'avion sont dans une température qui est beaucoup plus froide que la normale, et donc la température de ce quartz en fait n'est pas cohérente avec ce qu'elle devrait avoir en temps normal lors de cette première reconnexion. Donc pour certains, c'est un signe qu'il y a bien eu une dépressurisation dans l'avion. Mais on ne peut pas le prouver à 100%. Mais j'insiste également sur un point, on ne sait pas précisément à quel moment cette dépressurisation a pu être faite. Est-ce que c'était avant le demi-tour? Est-ce que c'était pendant? Ou est-ce que c'était après? Pendant, c'est très peu probable parce qu'il faudrait maintenir les deux boutons des outflow valves appuyés en même temps que le pilote fait un virage qui est déjà pas simple. Donc, soit c'est avant, soit c'est après, mais en l'état actuel des éléments dont on dispose, on ne le sait pas. Il nous faudrait l'enregistreur de paramètres, le FDR, pour pouvoir le confirmer. Du demi-tour de l'avion. Ce qu'indique Green Dot dans sa vidéo, c'est que le virage a été fait avec une forte inclinaison. C'est exactement ce qu'affirme Patrick Blayley. Et il est évident que Green Dot a pris cette information dans son étude car c'est la seule explication permettant d'obtenir un rayon de virage correspondant à ce qui a été détecté par le radar militaire malaisien et de faire ce demi-tour dans le temps enregistré. Je rappelle que Patrick Blayley, à l'heure actuelle, avec Jean-Luc Marchand, ce sont les seuls qui ont réussi à reproduire le demi-tour de l'avion dans le temps imparti et que les enquêteurs officiels n'ont pas réussi à reproduire cela en simulateur de vol. Patrick Blayley et Jean-Luc Marchand ont réussi à le faire en déplaçant le point de départ de ce demi-tour. Je vous renvoie vers leur étude qui est très intéressante. Alors ce demi-tour, c'est notamment le virage serré, c'était aussi le seul moyen d'éviter de pénétrer dans l'A10 thaïlandaise, ce qu'affirme justement Patrick Blayley. Et là-dessus, Green Dot commet une erreur en parlant d'espace aérien thaïlandais. Ce n'est pas la même chose. Mais on sent qu'il a emprunté cette information à Patrick Blayley, qui est le premier à avoir suggéré cette explication. Mais il faut bien faire la différence entre ce qu'est une A10 et ce qu'est un espace aérien. Ça n'est pas la même chose. Tout ce qui est expliqué en ce qui concerne la détection du radar primaire, c'est bien expliqué dans la vidéo. Il y a de jolies images. C'est expliqué de manière très simple pour le grand public. J'ai rien à redire là-dessus. Le fait qu'un demi-tour n'est pas prévu lors d'une descente d'urgence, c'est en effet exact. Je suis d'accord avec Green Dot là-dessus. C'est déjà une manœuvre délicate, une descente d'urgence, puisqu'elle consiste à descendre rapidement, au risque justement d'une survitesse, même si le Boeing 777 a des protections contre la survitesse. Bref, si on ajoute en plus un virage, ça viendrait compliquer la manœuvre. Et en plus, je rappelle qu'on est de nuit. Donc il n'y a aucune référence visuelle extérieure. Donc c'est déjà une manœuvre pas évidente. Et si en plus on rajoute un virage de nuit, bon. Le copilote n'a pas eu d'autre choix que de s'asseoir et de se munir d'un masque à oxygène quand il était dans la cabine passager vu qu'il était enfermé. Alors, je suis d'accord avec cette supposition. Et au bout d'un moment, il va essayer de rejoindre le cockpit. Et il a certainement remarqué que l'avion ne descendait pas et que ça n'était pas normal. Pour ce qui est de l'autonomie des bouteilles d'oxygène dans la cabine, alors il y avait 15 bouteilles d'oxygène portables dans la cabine, en plus des masques à oxygène qui tombent au niveau des passagers. On avait 10 PNC et le copilote qui était donc visiblement dans la cabine. Il restait donc 4 bouteilles supplémentaires.
Ce qui est dit, 44 minutes d'oxygène par bouteille, ça me paraît très élevé. Pour en avoir discuté avec Patrick Blézy, là encore, c'est une valeur qui est largement surestimée. D'une part parce que ce sont des bouteilles qui sont avec des débits continus. Ce qu'il faut également savoir, c'est que plus on est haut, plus l'autonomie des bouteilles va diminuer. Donc à ce niveau-là, 44 minutes me paraît une valeur beaucoup trop exagérée. Je pense qu'on serait plutôt dans des valeurs de l'ordre de 15-20 minutes. Difficile à reproduire dans ces conditions-là, mais pour un avion dépressurisé qui serait à 30 000 pieds comme on le pense, et même dans la vidéo, c'est même précisé même plus haut, ils disent pas que l'avion serait descendu pour l'instant à 30 000 pieds, mais qu'il reste à 35 000, eh bien ça me paraît quand même très élevé pour une autonomie des bouteilles d'oxygène des PNC. Et là-dessus, le seul élément concret que l'on ait, c'est ce qui vient du manuel du Boeing 777, qui donne une autonomie minimale de 15 minutes et demie par bouteille. Voilà. Donc c'est vraiment une autonomie minimale, mais ça peut vraiment varier en fonction des conditions de pression dans la cabine. On parle ensuite de la porte du cockpit. C'est en effet exact que la personne à l'intérieur pouvait empêcher le copilote d'entrer même après la temporisation de déverrouillage de la porte. Que le copilote ait pu penser que le capitaine n'avait pas mis son masque et qu'il se soit évanoui est fort probable. Mais dans ce cas, pourquoi la porte ne s'ouvre pas ? Pourtant, il y a bien un mécanisme qui déverrouille la porte en cas de dépressurisation, justement pour que le cockpit soit accessible après une certaine temporisation. Alors, je n'irai pas plus loin toutefois pour des raisons évidentes de sûreté, car certaines choses ne doivent pas être rendues publiques au risque de créer justement une faille de sûreté. Pour ce qui est de la volonté de créer une confusion au sein des militaires, c'est en effet possible que ça ait été son objectif. Mais on est là dans le domaine de la supposition. Je pense qu'il n'imaginait pas que les militaires puissent être aussi laxistes cette nuit-là lors de la surveillance de leur espace aérien. Ça a dépassé ses espérances sur ce point puisqu'ils ne l'ont pas vu en temps réel. Comme ils n'ont pas été alertés par le contrôle aérien civil, leur niveau de vigilance était quasi nul. C'était son objectif, justement, de faire en sorte que les contrôleurs civils soient suffisamment confus et pensent que l'avion était toujours sur sa route vers le nord-est et donc du côté vietnamien. Et ça a fonctionné. Pour ce qui est ensuite de la traversée de la Malaisie, comme c'est dit dans la vidéo, à vue. Pourquoi pas ? La visibilité était excellente cette nuit-là, donc on voyait relativement bien les villes, donc ça peut être un moyen de naviguer. Même si ce n'est pas extrêmement précis, il est fort probable qu'il soit resté aussi sur la fréquence radio de Kuala Lumpur, ne serait-ce que pour surveiller à partir de quand les contrôleurs aériens commenceraient à s'inquiéter. Le ravitaillement en oxygène, oui c'est exact, l'avion a été ravitaillé en oxygène avant le vol. Mais c'était une maintenance de routine et non sur demande du capitaine comme cela a pu être dit parfois. Ça n'a jamais été confirmé en tout cas si ça venait du pilote ou pas. Quoi qu'il en soit, le niveau initial d'oxygène nécessitait de toute façon un remplissage. Ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le TechLog, sur lequel est notée la pression de l'oxygène que l'on avait avant le ravitaillement et la pression qu'il y a eu après le ravitaillement. Donc oui, la pression que l'on voit là, avant le ravitaillement, elle nécessitait un ravitaillement en oxygène. Pour ce qui est de la tentative de prise de contact par radio par le contrôle aérien, il est en effet exact que l'ATC a en effet essayé de joindre le MH370. Le pilote devait tout entendre s'il écoutait la fréquence. Ils ont même tenté sur la fréquence de détresse 121.5. Et il est fort probable que là encore, Zahari Hamacha qui serait aux commandes, ait tout entendu vu que cette fréquence est veillée systématiquement en vol par les avions de ligne. Le contrôle aérien a aussi tenté des relais radio par l'intermédiaire d'autres appareils. Si le MH370 était trop loin des antennes radio pour que le contrôle aérien puisse le recevoir, les avions en vol pouvaient, eux, le joindre à une plus grande distance. C'est le but de ces relais radio. L'auteur indique qu'il surveillait la radio pour s'assurer qu'aucun chasseur n'était envoyé à sa rencontre. Il ne l'aurait pas su de toute façon, puisque les chasseurs en interception ne sont jamais sur la fréquence du contrôle aérien civil. Donc il n'aurait pas entendu l'avion de chasse sur la fréquence. Ça, ce point-là de Green Dot n'est pas exact.
Le délai de 5 minutes du contrôle aérien dont on parle ici, l'image que l'on a, c'est un extrait de la lettre d'accord dont j'ai parlé un peu précédemment. Ce temps de 5 minutes n'est pas un hasard. Il correspond en fait au délai pour déclencher la première phase d'alerte. Comme je l'ai expliqué dans mon ouvrage, il y a une erreur d'interprétation de la part des enquêteurs malaisiens sur ce point, qui n'a d'ailleurs jamais été corrigée. Un avion pour lequel on perd le contact radio et le contact radar, on doit déclencher la phase d'ALERFA 5 minutes au plus tard, après le dernier contact radio, ou l'heure estimée où il aurait dû rappeler au point de report prévu, qui est ici Igari, comme l'indique justement la lettre d'accord, mais aussi le préavis de transfert qui a été effectué par téléphone quelques minutes plus tôt entre les deux centres de contrôle aérien. Cela signifie qu'au bout de 5 minutes, s'ils n'avaient toujours pas l'avion, ils auraient dû déclencher la phase d'ALERFA. Et ça aurait dû être le contrôle aérien malaisien qui aurait dû le déclencher. Or ici, les Vietnamiens ont mis 17 minutes pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas l'avion. Ce qui signifie que lorsque les Vietnamiens ont prévenu les Malaisiens, bien les Malaisiens auraient dû déclencher immédiatement, non pas la phase d'ALERFA, mais directement la phase de détresse-FA, puisqu'elle correspond ici à un délai réglementaire de 10 minutes, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Donc oui, il y a un gros loupé du contrôle aérien malaisien là-dessus, et du contrôle aérien vietnamien aussi, qui ne s'en est pas aperçu dans les temps. Pour Green Dot, l'avion aurait cherché à éviter l'Indonésie. L'avion a bien viré à Penang pour longer la frontière entre les zones d'information de vol de l'Indonésie et de la Malaisie. Attention, je ne parle pas d'espace aérien. Là encore, la notion est importante. L'Indonésie aurait certainement réagi à un contact inconnu entrant dans son espace aérien, qui évolue surtout hors de toute route aérienne. C'est pourquoi l'avion a suivi, grosso modo, une airway, une route aérienne, pour ne pas attirer l'attention davantage. Le passage sur Penang, qui est la ville où le capitaine a grandi, a souvent été interprété comme un aveu de sa culpabilité. Alors difficile à dire. Mais là encore, c'est vrai que c'est quand même un point troublant. Ce qui est certain, c'est que la ville était un repère visuel facile de nuit. Mais aussi, il y avait un VOR qui a pu aider le pilote à naviguer, et là je vous renvoie vers ce que suppose Patrick Blely sur le fait que le pilote aurait pu naviguer au VOR. Le téléphone du copilote, la tentative du copilote, telle qu'elle est expliquée ici, elle est tirée de ce que dit Patrick Blely. Mais ce que dit Patrick Blely, c'est que, et Jean-Luc Marchand, c'est qu'on a pu borner le téléphone que s'il était en dessous d'une certaine altitude, et donc quand il était estimé à 30 000 pieds. Or, là, dans le scénario de Green Dot, je ferai remarquer qu'à aucun moment, Green Dot ne parle que l'avion ne serait descendu de 35 000 à 30 000 pieds. Or, à 35 000 pieds, il est impossible que le téléphone aurait pu borner sur l'antenne du téléphone, l'antenne du réseau téléphonique de Penang. On a en effet, dans les échanges téléphoniques entre le contrôle aérien malaisien et les opérations de la Malaysian Airlines, une information qui est donnée par les opérations disant que l'avion serait au Cambodge initialement. Alors, la position au Cambodge, elle semble due en effet à une projection de la trajectoire de l'avion. Mais encore faut-il expliquer sur la base de quoi cette projection est faite, ce qui n'est pas fait par Green Dot ici. Elle est faite visiblement sur la base de la dernière position ACARS envoyée par l'avion à 1h07 locale. Le système prend en compte le cap, la vitesse et effectue une projection dans l'attente de la réception du prochain message ACARS, officiellement prévu 30 minutes plus tard. Cette info a induit en erreur le contrôle aérien pensant que l'avion était toujours en vol. Mais cela ne les dispensait pas toutefois de déclencher les phases d'alerte. Ils auraient dû de toute façon les faire. Le message ACARS de la compagnie. Certaines précisions sont ici nécessaires. La compagnie a bien envoyé un message demandant à l'équipage de reprendre contact avec le contrôle aérien. Comme l'auteur l'explique, l'ACARS ne peut plus envoyer de message vers l'extérieur car le pilote ne voulait pas compromettre son acte. Le message ACARS a été envoyé, celui qui a été demandé par la compagnie, toutes les 2 minutes pendant un certain temps. Alors, j'ai plus le temps, ça doit être une quarantaine de minutes. C'est-à-dire pendant 40 minutes,
le message va continuellement être envoyé toutes les 2 minutes par le système satellite pour essayer de joindre l'avion. Mais comme la CARS de l'avion ne répondait pas en accusant réception, parce que justement son émission était bloquée, la compagnie ne recevait aucune confirmation de réception. Et au bout d'un certain temps, le système considère que le message n'a pas atteint son destinataire et indique un statut fail, c'est-à-dire manqué. Mais en fait, l'avion, quand on a creusé avec Patrick Blely le fonctionnement de la CARS, en fait, l'avion reçoit bien le message, puisque en fait, la partie réception de la CARS est dans l'AIMS, et l'AIMS, il fonctionne parfaitement. Vous en avez 2 dans l'avion, ils sont parfaitement secourus, il n'y a aucune raison de penser que les AIMS étaient défaillants. Donc l'avion reçoit bien le message, mais il ne pouvait pas répondre parce que la personne dans le cockpit a empêché la CARS d'émettre. Donc on ne coupe pas le fonctionnement de la CARS, on coupe simplement sa possibilité d'émettre. Et donc le pilote, lui, ne voulait pas que la CARS envoie le moindre message pour pouvoir donner la position réelle de l'avion. Dans la suite de la vidéo, Green Dot affirme que l'avion serait à 35 000 pieds dans le détroit de Malacca. Là encore, c'est une erreur. L'avion n'était plus à 35 000 pieds quand il survolait déjà Penang, comme je l'ai dit tout à l'heure, car sinon le téléphone n'aurait pas pu être capté. Il était plutôt vers 30 000 pieds. Du point de vue de la dépressurisation, cela ne change pas grand-chose du tout. Je précise également que l'altitude qui a été donnée lors du dernier contact radar dans le détroit de Malacca par les autorités malaisiennes en conférence de presse dans les premiers jours qui ont suivi la disparition donnait une altitude de 29 500 pieds, qui est quand même bien plus proche de ce qu'affirment Patrick Blely et Jean-Luc Marchand, et non 35 000 pieds. Donc pour moi, l'avion, il n'était plus à 35 000 pieds. Il est descendu. À quel moment? Difficile à dire. Mais ce que l'on sait, c'est que dans le détroit de Malacca, il n'était plus à 30 000 pieds et au-dessus de Penang non plus. D'autant qu'à y réfléchir, une altitude de 29 500 pieds, qui correspondrait à un niveau 295, serait parfaitement logique pour une personne qui souhaiterait éviter de se mettre au même niveau que d'autres avions de ligne qui pourraient être dans le secteur afin d'éviter justement de les croiser à la même altitude. En se plaçant au niveau 295, on se place alors entre 2 niveaux de vol IFR. Donc, si jamais il croise des avions, il va passer 500 pieds au-dessus ou 500 pieds au-dessous. Donc, c'est un choix de niveau qui serait judicieux pour être sûr de ne croiser personne, d'autant qu'à ces altitudes-là, les avions évoluent assez rarement en altitude quand ils sont en croisière. La restauration de l'alimentation électrique. Alors, soi-disant de la part de Green Dot, ce serait dû au fait qu'il y aurait une alarme Equip Cooling qui serait apparue dans le cockpit. En gros, c'est le système de refroidissement des équipements dans la soute électronique. Il faut savoir que ça chauffe énormément, donc cet équipement est forcément climatisé. S'il n'y a plus de climatisation, ces équipements peuvent surchauffer. Donc c'est vrai que ces systèmes ont besoin d'être refroidis par circulation d'air, qui a été coupée visiblement par l'action du pilote. Maintenant que ces systèmes surchauffent alors que l'avion est dépressurisé et que la température dans la soute serait alors très basse puisque l'avion est très haut, ça me paraît peu convaincant. La checklist qui est montrée indique que les systèmes cesseront de fonctionner après 30 minutes à basse altitude et par faible différentiel de pression. On est à haute altitude où la température est plus faible, donc l'explication ne semble pas valide. Personnellement, je pense que la restauration de l'alimentation électrique pourrait être due à une autre raison. Dans quelques minutes, il sera loin des côtes et de tout système d'aide à la radionavigation lui permettant de naviguer précisément. Il lui fallait remettre en route certains systèmes pour naviguer, notamment au GPS et au pilote automatique. Mais il faut reconnaître que l'on est aussi dans le domaine des suppositions et que rien ne nous permet de savoir qui a raison dans ces hypothèses. Ensuite, Green Dot laisse entendre que le pilote aurait fait un appel dans la cabine via l'interphone pour s'assurer qu'il ne restait plus personne. On n'a rien qui nous permet de penser une telle chose. Ça n'est que pure spéculation. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, affirmer ça, c'est pure hypothèse. Alors, les enregistrements radar, oui, les opérateurs radar militaires se rendront compte au matin qu'un appareil a été détecté. Et l'armée de l'air en informera les autorités dans l'après-midi après avoir même vérifié
des données venant de radars également civils. Je parle même de radars primaires civils. En fin d'après-midi, le Premier ministre donnera pour consigne de chercher également dans le détroit de Malacca, et ça a fait l'objet d'une note du cabinet du Premier ministre le samedi 8 mars en fin de journée. Donc on sait que les autorités ont vu l'avion suite à des enregistrements radars. Pour ce qui est des premières causes possibles, je suis d'accord qu'une disparition brutale est plus susceptible d'être due à une explosion ou à une défaillance structurelle. Il se doutait bien que les Malaisiens verraient l'avion et déplaceraient les recherches vers la mer d'Andaman. Mais au-delà, l'immensité de l'océan Indien rendrait la tâche quasi impossible. On revient à nouveau là sur le SATCOM, et selon Green Dot, Zahari Hamacha ne savait pas que le SATCOM se reconnecterait lorsqu'il rétablirait l'alimentation électrique. On aurait pu penser ça au début. Et personnellement, je ne pense pas que ça ait échappé à Zahari Hamacha. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les manuels de Boeing, il est clairement écrit que lorsque l'on a une restauration de l'alimentation électrique, eh bien on a un automatic log-on. C'est-à-dire que le SATCOM va se connecter automatiquement. Donc, pour moi, quelqu'un qui a une telle expérience du 777 ne pouvait pas ignorer ce fonctionnement du système SATCOM. Ensuite, le deuxième élément qui nous permet de penser ça, eh bien, c'est en ce qui concerne justement la CARS. Et ce point a fait l'objet d'âpres discussions que l'on a eues avec Patrick Bailey pour essayer de comprendre le fonctionnement de la CARS justement ces dernières semaines. Pourquoi la CARS n'a pas refonctionné ensuite? Ça, c'est un détail qui est capital et qui est hyper important à comprendre. Il faut bien comprendre que la CARS va stocker l'ensemble des messages dans la IMS tant qu'il ne peut pas les envoyer. Dès l'instant où une reconnexion est rétablie, il va les renvoyer. Donc dès l'instant où le SATCOM va être restauré, que l'alimentation sera rétablie avec le système satellite, les messages à CARS vont être envoyés. Or, on n'a jamais rien reçu de la part de l'avion ensuite. Ce qui signifie que la personne qui était aux commandes a tout de suite bloqué l'émission du système à CARS, que ce soit via le SATCOM, mais également par un autre moyen qu'est la VHF, parce qu'il faut savoir que la CARS, il va déterminer, comme vous voyez ici, automatiquement son moyen d'émission. Et si le SATCOM n'est pas disponible, il va se servir de la VHF. Or, la VHF, il n'y a pas moyen de la couper. Le seul moyen de la couper, c'est de couper simplement la possibilité de la CARS d'utiliser la VHF. Donc on a là encore une action qui montre que la personne qui était aux commandes a tout fait pour empêcher la CARS d'envoyer ses messages dès l'instant où l'alimentation électrique a été restaurée, et même avant, puisque la VHF restait disponible même quand le SATCOM n'était pas connecté. Autre détail qui nous permet de penser que le pilote savait que le système satellite s'était connecté, c'était quand le téléphone a sonné dans le cockpit. Là, il ne pouvait plus l'ignorer que le système satellite était connecté. Or là, on s'est rendu compte que le système satellite est resté connecté jusqu'au bout. S'il pensait que le système satellite permettait de le suivre, il aurait à nouveau coupé l'alimentation du système SATCOM. Or, le système SATCOM est resté connecté jusqu'au bout. Donc ça laisse s'entendre que Zahari savait que ce système satellite était connecté, mais qui ne permettait pas de localiser l'avion, puisque justement la CARS, il l'avait bloqué, il l'avait empêché d'envoyer le moindre message. Donc vous voyez ces détails-là, si on regarde un peu plus dans le détail, faut nuancer ce que dit Green Dot. Ensuite, Green Dot explique les données Inmarsat. Alors il commence par l'explication sur lesquelles que les données reçues par le satellite contenaient une information de timing. Cette information n'est pas tout à fait exacte. En fait, ça n'est pas l'avion qui envoie une information de timing en réalité. Le timing est déclenché par la station sol de Perth, qui détermine le temps qu'a mis le message pour partir de l'avion vers le satellite. C'est cette information de temps qui permet d'en déduire une distance par rapport au satellite. L'explication qui est donnée ici est largement simplifiée pour le public, je peux le comprendre, mais en réalité, techniquement inexacte. L'explication de l'arc est toutefois correcte, avec une précision qui est à noter de plus ou moins 10 km toutefois. Néanmoins, l'explication qui est donnée sur la proximité avec la dernière position radar
permet de se rendre compte que cet arc valide le tracé radar observé sur les radars malaisiens. Mais Zahari ne savait pas que l'on pourrait utiliser ces données d'Inmarsat pour tenter de retracer sa route. Ça n'avait jamais été fait avant le MH370. On comprend bien que tout est une question d'arc dans cette affaire. Et on ne dispose de rien d'autre pour tenter de retracer sa route au-dessus de l'océan Indien. Il faut comprendre que ces arcs ne seront découverts que 3 jours plus tard, une fois le week-end passé par les techniciens d'Inmarsat à creuser les données qu'ils avaient. Ils ont d'abord utilisé ces données de BTO qui permettent d'identifier les arcs. Et c'est ce qui a d'abord permis de confirmer que l'avion avait bien fait demi-tour puisqu'il était cette fois du côté ouest de la Malaisie et non pas à l'est de la Malaisie, là où il avait disparu initialement. On revient là sur les messages ACARS des opérations de la Malaysian Airlines. Green Dot indique que ce message n'est pas reçu par le MH370. Comme j'ai expliqué précédemment, cela n'est pas techniquement exact. Le message est bel et bien reçu par le MH370 puisque la réception de l'ACARS n'est pas bloquée, contrairement à ce que beaucoup pensent. La réception de l'ACARS est intégrée à l'AIMS et l'avion dispose de 2 AIMS, chacun fonctionnant en parallèle simultanément. À moins de couper les 2 AIMS, ce qui l'aurait privé d'une grosse quantité d'aide dans le pilotage de l'avion, et je ne vois pas pourquoi il aurait fait une telle chose, on ne peut pas couper complètement la CARS. Ce qui a été fait, c'est juste, comme je le répète à nouveau, d'empêcher la CARS d'émettre. Mais concrètement, la CARS reçoit les messages, mais dans l'incapacité de répondre, ne serait-ce que de confirmer la réception du message que tente d'envoyer la compagnie aérienne pour que l'équipage puisse reprendre contact avec le contrôle aérien. Conséquence, le système considère en fait, le système dans sa globalité, Inmarsat considère que le message n'a pas atteint son destinataire au bout d'un certain temps, malgré le fait que le message a tâté d'être envoyé toutes les 2 minutes. Alors l'avion était-il perdu ? À cela, on peut affirmer que non. Pourquoi ? Parce que si l'antenne SATCOM de l'avion est en mesure de pointer dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction du satellite, cela signifie que la position de l'avion est connue par rapport au satellite. Donc elle est connue des systèmes de l'avion. Donc l'équipage dispose d'une position qui est suffisamment précise pour lui permettre de naviguer. Donc non, l'avion ne peut pas être perdu. L'appel téléphonique. Il y a une erreur dans la vidéo. Pour moi, ce n'est pas un message, le CELCAL qui s'affiche. Alors ça reste à vérifier, mais pour moi, le CELCAL n'est pas une information comme quoi le téléphone satellite sonne. Le CELCAL, c'est une autre chose qui permet de faire un appel via la HF pour envoyer des messages lors des traversées transatlantiques. C'est pour prévenir l'avion, le contrôle aérien a un message à vous transmettre et donc vous mettez en écoute de la fréquence. Mais voilà, ce message qui est affiché là, à vérifier par des pilotes professionnels de 777, mais pour moi, quand le téléphone satellite sonne, on n'a pas de message CELCAL qui s'affiche sur l'écran. Ensuite, on nous parle de la position GPS qui est donnée par les opérations de la Malaysian Airlines dans les comptes rendus en fait, des conversations entre le contrôle aérien malaisien et la compagnie. Là encore, il faut bien savoir de quoi on parle. Il s'agit là aussi d'une projection du système de suivi de vol de la compagnie. Mais cette fois, si on regarde d'un peu plus près tout ça, ce n'est pas une projection basée, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la dernière position à CARS de l'avion, mais plutôt en fait sur la dernière position ADSB envoyée par l'avion juste avant la coupure du transpondeur, c'est-à-dire juste avant Igari. Si on projette la trajectoire de l'avion à ce moment-là, eh bien on comprend qu'on est dans la trajectoire des données GPS qui sont données à ce moment-là par la compagnie aérienne. Donc là encore, on a une information qui est basée sur la projection du système de suivi de vol de la Malaysian Airlines. Et il n'y a rien de surprenant à ça. Que les militaires dormaient et n'ont pas vu l'avion en temps réel, c'est ce que je dis depuis toujours. Mais ça, la Malaisie ne le reconnaîtra jamais. Ça voudrait dire qu'il y a eu une défaillance de son armée et ils ne voudront jamais le reconnaître. Petit détail, on voit ici que le pilote affiche un cap 188. Ce cap 188,
il n'est pas donné par hasard ici. Il est tiré en fait de l'étude de Patrick Blely et de Jean-Luc Marchand. Pourquoi un cap 188 selon eux? Bien parce que ça lui aurait permis de contourner un nuage d'orage qui était situé justement à l'ouest de l'Indonésie. C'est l'explication qui est donnée, elle est parfaitement tangible. Ensuite, la piste de l'incendie. Je l'ai maintes fois répété, ça ne tient pas la route. L'avion n'aurait pas volé pendant plusieurs heures, mais surtout, comment expliquer ces virages? Un avion ne tourne pas tout seul. Quelqu'un est forcément aux commandes à ce moment-là. Il est difficilement explicable que l'on perde tous les systèmes de communication simultanément. Je l'ai prouvé dans mon bouquin en expliquant comment on pouvait perdre éventuellement les radios. J'ai pas d'explication. Et pourquoi le SATCOM refonctionnerait 1 heure plus tard? Et ce, jusqu'à la fin, comme le dit l'auteur justement sur Green Dot. Et pourquoi l'équipage n'a pas lancé le moindre message de détresse? Non, ça ne tient pas la route, cette piste de l'incendie à bord de l'avion, et je ne cesse de le répéter depuis des années. On parle ensuite du point de départ de la disparition de l'avion. Ce que dit Green Dot sur le moment de la disparition, je ne cesse de le répéter. Que l'avion disparaisse au moment d'un transfert de contrôle n'est pas pour moi un hasard. C'est le seul moment où aucun contrôleur ne regarde l'avion à ce moment-là et où le pilote maximise ses chances de passer totalement inaperçu. Pour ce qui est du détournement, il est clair que ça aurait été le détournement le plus efficace jamais réalisé. Trop de choses ont été coupées qui montrent l'implication de quelqu'un qui connaît très bien l'avion et ses systèmes. Et il n'y a jamais eu la moindre revendication. Par la CIA, avec une prise de contrôle à distance, ça n'est pas crédible non plus. La disparition dans un trou noir, comme on l'a vu avec la vidéo d'Ashton Forbes, était complètement débunké, c'est un fake. Le simulateur qu'on a retrouvé chez le commandant de bord. Alors, on dispose d'une partie du rapport de police qui a fuité et qui atteste ce que l'on a retrouvé dans le simulateur du commandant de bord. Et c'est d'ailleurs repris dans le rapport final australien. Il faut quand même remarquer que c'est quand même une sacrée coïncidence. L'explication qui est donnée ici est correcte et visuellement convaincante pour le grand public. Tout ce qui est dit ici est exact et Patrick Blely a largement détaillé ceci dans son livre. Il est fort probable que le capitaine avait initialement prévu de faire son acte sur un autre vol. Mais il est fort probable que ça ne soit pas le vol qui est décrit dans cette vidéo et dans la vidéo de Green Dot, mais un autre vol qui aurait été un vol cargo, car ce qu'a Patrick Blely a remarqué, c'est que le point de départ du vol du simulateur qui a été retrouvé dans le simulateur du capitaine, le point de départ était un parking à Kuala Lumpur qui est utilisé pour les vols de transport de fret de la compagnie. Petit détail intéressant, justement. Un Green Dot nous parle aussi d'une montée vers 40 000 pieds. Alors, c'est une théorie qui a été élaborée par certains membres de l'Independent Group, alors que personnellement, je ne vois aucun intérêt de monter, et ce pour plusieurs raisons. Qu'aurait-il à gagner à monter? Rien. Il allait de toute façon au milieu de nulle part. Quel intérêt aurait-il eu à consommer moins? Aucun. Pour ce qui est de la culpabilité du commandant de bord, je pense aussi qu'il ne voulait pas que sa famille puisse penser qu'il en soit à l'origine. Mais on est là encore dans le domaine des spéculations, il faut le reconnaître. Dans la vidéo de Green Dot, ce qui est suggéré, c'est que le capitaine se serait suicidé en procédant à une deuxième dépressurisation. Alors, ce scénario vient visiblement de Bobby Huich, qui est un des membres de l'Independent Group. Alors, il faut savoir que l'Independent Group a toujours considéré qu'il n'y avait personne aux commandes. Même si dans les dernières analyses, ils ouvraient la possibilité à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit aux commandes à la fin. Mais ça reste très minimaliste, cette hypothèse qu'ils considèrent. Voilà. Personnellement, je n'y crois absolument pas à ce scénario de la deuxième dépressurisation. Déjà, il ne repose sur aucun fait technique connu. Alors, on peut comprendre que c'est une façon de mourir sans rien sentir, mais certains débris laissent dubitatif sur le fait qu'il y ait eu personne aux commandes. Mais ce point fait débat entre les experts. Je pense que son plan était
qu'on ne retrouve pas l'avion et donc de laisser le moins de traces possible et donc le moins de débris possible. Laisser l'avion se cracher sans contrôle aurait donné un champ de débris énorme. Il n'y a qu'à voir ce qui restait du vol Swissair 111, des milliers de débris à la surface. S'il voulait vraiment disparaître sans laisser de traces, il fallait qu'il aille jusqu'au bout et donc piloter l'avion jusqu'au bout, c'est en tout cas ce que je pense. Mais on pourra en parler un peu plus longuement tout à l'heure quand on abordera le flaperon, parce qu'il y a des analyses qui permettent de penser que potentiellement l'amérissage est une possibilité sur la fin du vol du MH370. La chute finale de l'avion. Alors vous allez voir, c'est sur ce point où j'ai le plus de discordance avec le scénario évoqué ici par Green Dot. Tout d'abord, la perte des 2 moteurs. Il faut comprendre pourquoi on pense que les choses se sont passées ainsi. J'ai bien dit « on pense », parce qu'on n'est pas certain des événements et que cette phase de vol est basée sur une interprétation des données du 7e arc d'Inmarsat. Le déclenchement de l'APU. Dire qu'une partie du carburant est réservée à l'APU n'est pas exact. En fait, on considère que le carburant restant dans le conduit entre le réservoir d'aile gauche et l'APU a permis de démarrer l'APU. C'est le démarrage de l'APU qui réalimente le SATCOM après qu'il ait été privé d'électricité suite à la perte du 2e moteur et donc du générateur qui était relié à ce moteur. Et le SATCOM se reconnecte au réseau alors que 10 minutes auparavant, il avait répondu au satellite car il était encore connecté. Voilà pourquoi on pense qu'à ce moment-là, l'avion a perdu ses 2 moteurs. Les choses ne sont pas aussi catégoriques que ce que laisse penser l'auteur de Green Dot ici en disant qu'on sait qu'il est à court de carburant. C'est une hypothèse fortement probable en effet, mais Patrick Bailly en a suggéré une autre, tout aussi viable, et je vous renvoie vers son étude où il explique tout ça en détail. L'explication de la variation de fréquence sur la fin du vol est plutôt bien expliquée. En fait, on parle ici du BFO sans pour autant rentrer dans les détails pour perdre le grand public. Il explique, ce BFO nous indique la vitesse à laquelle l'avion descend. Personnellement, j'ai toujours été dubitatif sur le taux de descente que l'on pouvait déterminer à partir du BFO. Être certain que l'avion avait un taux de descente de 15 000 pieds par minute était surestimer la confiance dans le BFO selon moi, car il aurait fallu connaître la route précisément de l'avion ainsi que sa vitesse. Or, on ne connaît aucun de ces paramètres. Pour en avoir parlé avec Jean-Luc Marchand, qui maîtrise beaucoup mieux ce genre de calcul que moi, on peut le faire si on considère connaître justement ces paramètres de vitesse et de route de l'avion. Mais on fait là aussi une hypothèse, et il faut en être conscient. Le problème avec cette valeur de 15 000 pieds par minute, c'est qu'elle a été considérée comme une preuve que l'avion descendait trop vite pour être piloté. Et là, je ne suis pas du tout d'accord que ce soit avec l'Independent Group, mais aussi avec la TSB. En considérant une telle chose comme étant une preuve, on fait en réalité une hypothèse qui peut être juste, mais qui peut être fausse. Voilà pourquoi j'appelle souvent à prendre du recul sur certaines données qui sont divulguées, mais surtout sur les interprétations que l'on peut parfois en faire. La théorie officielle est privilégiée par l'Independent Group, et donc que l'avion soit tombé en spirale. Mais l'avion est tombé en spirale si personne n'était aux commandes. Est-ce qu'on en sait quelque chose? Non. Donc on peut absolument considérer aussi que quelqu'un a piloté l'avion à la fin, d'autant plus que la zone de recherche que l'on a explorée est basée sur l'hypothèse de personne aux commandes. Or, on n'a rien trouvé. Donc il faut peut-être se poser la question, et si quelqu'un a piloté l'avion, alors ça pourrait expliquer que l'avion n'est pas dans cette zone, mais plutôt au-delà. On en arrive à un moment où Green Dot nous explique que le flaperon a été arraché à cause du flotteur, c'est-à-dire qu'il se serait mis à vibrer du fait qu'il n'était pas alimenté hydrauliquement et qu'il se serait arraché de l'aile. Et alors là, je suis en total désaccord avec ce que dit l'auteur de la vidéo. Déjà, ça n'est pas ce que considèrent les Australiens, ça n'est pas non plus ce que considère la DGA qui a expertisé le flaperon. On parle ici du flaperon droit qui a été retrouvé à La Réunion. Il y a eu certaines études externes et donc non officielles, j'insiste bien là-dessus, où il a été considéré que le flaperon n'était plus alimenté hydrauliquement, qui se retrouvait donc à vibrer, comme je venais de le dire,
car sans hydraulique, il était alors soumis aux forces aérodynamiques et que cela l'a fait vibrer puis s'arracher. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette raison technique pour une raison évidente. Dire que le flaperon droit n'est pas alimenté hydrauliquement dans cette situation-là est totalement faux. Premièrement, dans le scénario qui est stipulé ici, on a l'APU qui a redémarré. Si l'APU a redémarré, cela signifie qu'on a l'APU qui fournit de l'hydraulique à toutes les gouvernes, et notamment au flaperon. Donc le flaperon était alimenté tant que l'APU était en fonctionnement. Ça, c'est une certitude. Mais en plus de démarrer automatiquement l'APU, on a également la batterie qui va déployer ce qu'on appelle la rate, une petite éolienne qui est sous l'avion. Et cette éolienne fournit de l'énergie hydraulique minimale à certaines gouvernes de l'avion, mais pas toutes. Alors on n'a pas la même pression hydraulique, elle est un peu moindre, mais elle est suffisante pour alimenter certaines gouvernes. Et le flaperon droit, figurez-vous qu'il fait partie de ces gouvernes alimentées. Vous avez également les ailerons, sauf que les ailerons, tant que les volets sont en position rentrée, donc si personne ne touche au volet et qu'il n'y a personne aux commandes, comme c'est dit dans la vidéo ici, les ailerons sont bloqués. Donc ils n'ont pas d'hydraulique qui est utilisée pour les bouger. Par contre, on a le flaperon droit qui est alimenté. On a également une partie de la gouverne de profondeur qui est alimentée et également une partie de la gouverne de direction. Donc pour gérer le lacet. Donc le flaperon droit, on le voit, il fait bien partie des gouvernes alimentées. On avait bien de l'hydraulique, d'une pression moindre, mais il y en avait suffisamment pour l'empêcher de flotter justement. De plus, l'arrangement en vol n'est pas du tout cohérent avec toute la partie arrière du flaperon qui a été arrachée. Et je vous invite à lire la conclusion de la DGA dans son rapport qui dit que quelque chose qui est très différent de ce que l'on a dans cette vidéo. Je ne vais pas rentrer. Ce que la DGA considère, c'est qu'il apparaît que le flaperon a impacté l'eau alors qu'il était toujours attaché à l'avion et en position abaissée. Et ce qu'ils disent un petit peu plus loin dans cette conclusion, c'est que cela exclut définitivement une perte de cette pièce en vol. C'est ce que dit le rapport de la DGA français. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici. Ensuite, si l'on prend le problème du point de vue aérodynamique, on a pu en parler avec Patrick Blely, si on approche de la vitesse du son, comme c'est expliqué dans la vidéo, cela aurait créé visiblement une telle force sur le flaperon que ça l'aurait arraché. Mais là encore, quand on observe la position des forces sur l'aile, ça n'est pas cohérent. Avec la vitesse qui augmente, la force aérodynamique, la portance, et donc l'endroit sur l'aile où la dépression est la plus forte, se déplace vers l'arrière, par rapport à ce que l'on observe en vol subsonique. Mais la portance maximale s'appliquerait alors aux environs de 50% de la longueur de l'aile.
donc sur la partie que l'on voit ici. Ce n'est donc pas au niveau du flaperon qu'on aurait une très forte dépression, mais nettement plus en avant, comme on peut le voir ici. Notons également que même sans hydraulique, les actionneurs, les vérins, fonctionnent en mode blocage et conservent la position de la gouverne alignée avec l'aile du fait d'une commande électrique sur l'actionneur qu'on appelle les ACE, les Actuators Control Electronics. En fait, chaque actionneur ACE de gouverne dispose d'une mini-batterie intégrée qui lui permet de fonctionner un certain laps de temps dans l'attente de la restauration électrique. C'est une sécurité qui permet justement aux pilotes de continuer à actionner les gouvernes en situation dégradée le temps juste de faire le tampon avec le déploiement de la rate et l'allumage de l'APU qui prend un certain temps. L'avion reste donc parfaitement pilotable dans cet intervalle, avec toutefois une réactivité moindre. L'avion sera plus lourd aux commandes, mais il restera au moins pilotable à minima. Si l'on prend le temps que l'avion aurait mis pour chuter dans le cas d'un scénario non piloté, comme décrit dans la vidéo, il s'agit là de quelques minutes seulement, ce temps est inférieur à ce que justement les actionneurs ACE peuvent tenir. Qui plus est, sans action sur les commandes, aucune modification du vérin hydraulique n'est à prévoir. Et le flaperon maintiendrait donc sa position, si on considère qu'il n'était pas alimenté hydrauliquement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas vrai. Donc, il n'y a aucune raison que ce flaperon soit soumis à un effet de flotteur. Donc, comme vous pouvez le constater, certaines théories, comme ici, l'arrachement du flaperon, demandent à ce que ce soit davantage étudié du point de vue technique de l'avion, mais ça n'est visiblement pas le cas. C'est une théorie qui a été prise ailleurs et greffée là-dessus. Un 777 est une machine complexe et très différente de ce que l'on pourrait observer sur des avions de génération précédente. Donc attention à ce genre d'éléments techniques, il faut aller creuser ce genre de choses. Donc l'arrachement du flaperon, il ne tient pas la route. Green Dot suggère ensuite que le pilote aurait pu désactiver les boîtes noires via les breakers, qui sont une sorte de disjoncteurs, et ces disjoncteurs sont situés sur le panneau au-dessus des pilotes. Alors, je suis assez réservé sur cette possibilité pour plusieurs raisons. La première est qu'il n'y a pas de breaker concernant les boîtes noires à cet endroit dans le cockpit. Pour moi, les breakers sont situés dans la soute électronique, et donc il aurait fallu tirer plutôt les breakers des AIMS pour désactiver justement l'alimentation en information des boîtes noires. Et je ne vois pas vraiment le pilote se passer des ordinateurs de l'avion pour piloter. L'auteur indique également qu'on ne trouverait pas d'éléments de sa culpabilité sur le moment qui aurait suivi la sortie du copilote du cockpit. Et ce que ne précise pas l'auteur, c'est que cette partie du vol, en fait, on ne l'aura jamais dans le CVR, l'enregistreur qui enregistre les communications dans le cockpit. Pourquoi ? Parce que ça n'enregistre que les 2 dernières heures. Donc ce qu'il s'est passé dans le cockpit au moment de la disparition, on ne l'aura jamais, et ça, il faut l'accepter. L'enregistreur, s'il a continué à tourner pendant les 7 heures qui ont suivi la disparition, eh bien, ça a écrasé le moment de ce qui s'est passé dans le cockpit à ce moment-là. Donc on ne le saura jamais. Alors, une boîte noire vide serait de toute façon un aveu, mais dont l'interprétation pourrait être difficile, je suis d'accord. Ça conforterait ceux d'un scénario de la défaillance technique brutale, mais aussi ceux qui pensent que le capitaine en est responsable. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le SATCOM a refonctionné. Donc l'alimentation électrique a été restaurée. Donc les boîtes noires devraient avoir repris leur enregistrement. On aura certainement des interruptions dans certaines données, mais on devrait néanmoins pouvoir en tirer des éléments concrets comme quel bouton a été touché, était-il nécessaire de toucher à tel bouton, y avait-il une défaillance qui nécessitait de toucher à ce bouton, jusqu'à quand on a touché aux commandes. Ça ne nous dirait pas qui a touché, mais ça nous dirait déjà beaucoup de choses. Abordons maintenant la conclusion de Green Dot. Ce qu'il dit, c'est que l'épreuve pointe vers une explication simple, une action délibérée d'un pilote expérimenté pour faire disparaître l'avion. C'est la conclusion que j'avais déjà fait dans mon premier ouvrage en 2016. C'est ce que je ne cesse de répéter. Et pour cela, j'avais investigué en détail le fonctionnement de l'avion pour attester de ce que je disais.
C'est aussi la conclusion de Patrick Blailey qui va même encore plus loin que moi dans l'analyse. Comme il le dit à la fin, Green Dot, les experts ne sont pas tous d'accord sur certains aspects. L'avion a-t-il fait d'autres virages après avoir viré vers le sud? Le pilote était-il encore vivant à la fin ou a-t-il piloté l'avion pour le faire amérir? C'est vrai, on est souvent en désaccord sur certains détails entre nous. Je ne suis pas d'accord avec certaines hypothèses et points de vue de l'Independent Group, ni même de la TSB australien, ou même encore des autorités malaisiennes. Il est vrai que j'ai souvent corrigé certaines choses dans les médias, que l'on pourrait penser et que je défends les Malaisiens et leurs théories officielles. Mais ceux qui ont lu mon livre et regardé suffisamment en détail mes vidéos savent que ça n'est pas le cas sur tout. Il faut rester objectif et prendre du recul. Si on dit qu'ils ont dit certaines choses, mais que les vidéos des conférences de presse prouvent le contraire, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a le droit de le dire, mais il faut être en mesure d'apporter des arguments concrets. Et beaucoup se permettent de seulement critiquer, mais sans pour autant apporter des arguments pour convaincre, ou alors laisser planer le doute plutôt pour confondre le public. Ça n'est pas acceptable. Toutes ces questions entre experts n'ont pas été résolues et elles ont pourtant un impact direct sur où chercher. Les questions les plus importantes concernent le mobile qu'aurait pu avoir le capitaine. Je suis d'accord et c'est bien pour cela que je ne cesse de dire que l'enquête de la police malaisienne devrait apporter plus de réponses et que je considère qu'ils n'ont pas tout dit sur ce qu'ils ont trouvé notamment sur le commandant de bord. On a du mal à croire qu'un pilote puisse faire un tel acte qui est contre nature et pourtant d'autres situations de ce genre existent. Le risque zéro n'existera jamais. Pour finir, je tiens à dire que cette vidéo, elle est très bien montée. Certainement l'une des meilleures, mais comme vous pouvez le constater, sur le contenu, eh bien, ça méritait quelques précisions, voire des corrections. J'aimerais bien avoir les mêmes talents de capture d'images et de montage vidéo pour justement faire mes vidéos, mais je ne vous raconte pas le temps que je devrais y passer. Mon objectif est ici de développer votre esprit critique, tout en prenant plus de recul, et vous donner des éléments de compréhension vous permettant de mieux comprendre ce que l'on vous présente ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris des choses. Je tiens à remercier également particulièrement Patrick Blailey pour sa disponibilité et sa relecture de mes remarques de Green Dot et de m'avoir également fourni plusieurs éléments supplémentaires de correction. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y réponds comme toujours. À bientôt.